Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Merci pour commencer à mon petit 0672 00 pour son nouveau mois d'abonnement. Il a offert un abonnement de niveau 1 à Rated Supergus. Merci à toi pour ce petit cadeau. Bonsoir à tous ceux qui sont présents sur le chat. Nous avons un débat très intéressant ce soir. Nous allons parler du travail de Triple H depuis le début de son arrivée à la tête de l'équipe créative. Pour m'accompagner, vous allez le voir ce soir, équipe réduite, mais ça va être tout de même très sympa. Et on remercie Gauthier qui nous envoie une petite animation Lumia Stream. Merci à toi pour ce petit bout de Firefly Funhouse qui fait plaisir à quelqu'un. Fait plaisir à celui qui va nous accompagner ce soir, c'est Jacques. Bonsoir Jacques. Salut Axel, salut à tous. Et c'est moi ou t'as un big décalage? C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est moi en plus. Allez, t'as un big décalage. Non, c'est moi. Ah non, c'est mieux, C'est j'ai bon là ou l'impression. pas? J'ai l'impression que c'est mieux là. Ah non, c'est pas mieux, Ouais. non. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, bah, comme par hasard, juste au moment, alors que c'était nickel juste avant. Écoute. Mais non, mais t'as le... Rain the Man qui t'envoie un autre petit cadeau pour te consoler. Merci Rain the Man. Merci à tous. Alors, Jacques, c'est pas du tout ce qui t'arrive. Bah, je sais pas. Bah, écoute, Si, je crois que t'as le son du stream à la place du son de Discord. Ah, t'écoutes. Non, Jacques, me dis pas que t'as fait ça. T'écoutes les streams. je me trouvais mieux en spectateur, tu vois. Oh non, c'est une vanne. Et maintenant, Gauthier nous régale avec un petit coup de Stone Cold Steve Austin. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, Jacques, est-ce que, s'il te plaît, après, on va le dire, plus de 3 mois d'émission, tu peux, s'il te plaît, rejoindre le Discord et arrêter de t'observer en spectateur? Je reviens. Ah, les amis, hein, on a les chroniqueurs qu'on mérite. Hein. Bon, en attendant, si tu le veux bien, je vais présenter le deuxième survivant de ce soir qui va nous accompagner. C'est Hugo. Salut Hugo. Salut Axel. Ah, ça y est, là, il n'y a pas de décalage, là, ça roule, ça fait du bien. Ah, mais vous me recevez toujours en 280 FPS, hein, normalement. Ah, excuse-moi, mais là... Here in attendance tonight, and for the millions watching home on TV. Let's get ready to suck it! J'adore cette musique. Allez-y les gars, ambiancez-vous hein, surtout hein. On dirait la posture des morts. C'est vrai. Et bah écoute, merci beaucoup encore Gauthier pour cette petite animation. Oh bah... J'ai même plus le temps de mettre la musique. Fabiche qui nous régale avec encore une fois 25 subs. Merci beaucoup mon Fabiche qui régale encore une fois. Et on avait descendu au niveau des subs, je pense que là on va remonter. Hein. Clairement, on était à 99, vous voyez, le temps que le compteur se mette à jour. On est vraiment pas mal. Merci beaucoup Fabiche. Et Fabiche qui a atteint le niveau 7 avec un total de 10 abonnements de niveau 1. Énorme. Merci Fabiche. Ça fait extrêmement plaisir. Donc comme je le disais, alors qu'on a retrouvé Jacques. Jacques, c'est bon, plus de décalage? Bah, à ton avis? Non, ça c'est va bon. mieux Parfait. Nickel. T'es quand même assez incroyable, Jacques. Hein. Après tant d'émissions, hein, techniquement, on est toujours pas au point. Bah écoutez, je vous propose, si vous le voulez bien, de passer sans plus attendre à la première partie de cette émission.
Juste avant ça, comme chaque semaine, je vous le précise, notre partenaire l'Euroshop, vous pouvez vous y rendre sur le lien www.euroshop.fr. Vous avez la livraison offerte. Est-ce que vous sentez cette odeur de soufre? Il est là. Ça rappelle des bons souvenirs. Alors on est tous là à fond et il y a Jacques et il a deux doigts de pleurer. Voilà. Merci encore à Gauthier qui nous régale avec les extensions ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Donc je parlais de notre partenaire, n'hésitez pas à aller faire un tour, les frais de port sont offerts comme tous les jeudis. Et donc en passant par le lien www.euroshop.fr, vous n'avez pas de taxes, pas de frais de port, rien du tout, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ceci étant dit les amis, je vous propose de passer donc à la première partie de la soirée. On va faire un petit détour vers les news de la semaine parce qu'il y a une news très intéressante qui est tombée et je voulais la partager avec vous et en parler avec vous les chroniqueurs. Donc c'est parti pour les news de la semaine. Pour les news de la semaine, les amis, nous allons parler de Vince McMahon qui serait effectivement à l'origine de ce match. Brock Lesnar contre Omos. Évidemment, les chroniqueurs, je pense que vous allez partager mon avis, on en a déjà discuté. On sait pas trop d'où il sort ce match. On a commencé à nous teaser un possible Brock Lesnar contre Gunther. Ensuite, on a eu les rumeurs d'un Brock Lesnar Bray Wyatt. Et au final, on se retrouve avec ça et on se dit bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé entre deux quoi, on comprend pas quoi. Et il se trouve que visiblement, c'est WrestleVotes qui nous en a parlé et qui nous a informé de ça. Je crois que c'était hier. Je vais reprendre le tweet en question sous les yeux. Comme ça, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Mais en gros, ça serait très certainement Vince McMahon qui serait derrière tout ça. En fait, il nous dit que c'était... Alors, on s'en doutait vraiment. Et maintenant, c'est du Adam Cole. Merci Gauthier pour ce petit segment Adam Cole. Et on a Juliano sur le chat qui nous dit j'annonce pire match de WrestleMania. Il y a moyen. On va en reparler, mais il y a moyen. Donc en gros, voilà, WrestleVotes qui nous dit qu'on s'en doutait, mais ça serait donc véridique. On aurait bel et bien Vince McMahon qui serait à l'origine de ce match. Et donc en fait, on nous dit que Vince McMahon aurait sans aucun doute poussé pour que ce match ait lieu. Alors c'est pas lui qui est à l'origine du booking, mais il aurait fait pression pour que l'équipe créative mette en place ce match. Alors qu'on remercie encore une fois Gauthier qui dit « Je souhaiterais rendre un petit hommage à un grand monsieur du foot malheureusement disparu hier, monsieur Juste Fontaine. » Et ton hommage est passé et on le partage bien évidemment. Merci à toi encore Gauthier pour tout ton soutien ce soir, ça fait plaisir. Donc les chroniqueurs, que pensez-vous de cette news? Et êtes-vous surpris d'apprendre que Vince McMahon, visiblement, arrive encore à mettre ses petites pattes sur la carte de WrestleMania? Hugo. Ça me surprend oui et non. D'autant plus que si, comme tu le dis, en fait, c'est une histoire d'avoir fait pression sur l'équipe créative. En fait, si là, comme ça commence comme ça ouvre les portes à de nombreuses autres rivalités et matchs qui vont pouvoir s'en suivre. Donc ça veut dire que là, si c'est aujourd'hui comme ça, très bien que la prochaine semaine, à Raw, ça soit pareil. Enfin, si ça commence comme ça risque d'être un cercle vicieux. Donc c'est pas forcément dingue et dommage de sa part de dire je suis Vince McMahon donc je mets pression. Mais là, moi, où ça m'interpelle encore plus, c'est que pareil, selon tous les dires de WrestleVotes, etc. Brock Lesnar avait il a une capacité à pouvoir accepter ou non ces matchs. Et il aurait refusé Bray Wyatt et accepté Omos. Donc là aussi, ça m'interpelle en me disant pourquoi Brock Lesnar accepte un match comme ça. Là aussi, je m'interroge à me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a Brock Lesnar qui refuse Wyatt, qui refuse potentiellement Gunther et qui accepte Omos? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu dis à quel moment il dit oui à ça et refuse en fait du coup un Bray Wyatt et même un rematch avec Bobby Lashley aurait fait plus plaisir, je pense. Tu mets une stipulation avec Bobby Lashley, en vrai pour maintenant j'aurais dit oui. J'aurais mis même n'importe quoi, j'aurais dit oui. Mais c'est vrai que c'est très décevant de voir que Vince a encore
son mot à dire, surtout là à Mania. C'est un peu dommage, voilà. Voilà, tout a été dit, hein, déçu. Tout a été dit. Maintenant, imaginez une seule seconde. Homos remporte ce match. Moi, j'y crois pas du tout, là, en vrai. C'est impossible en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez sur le En chat? vrai, C'est impossible. En vrai, pourquoi pas? Hein? Jacques, Non. explique-toi. Je dis pas que c'est le meilleur choix, hein. J'espère que Lesnar va gagner, franchement, j'espère. Mais si jamais ils font ça, voilà, le match, déjà le faire, c'est déjà une surprise. Donc je pense qu'ils vont pas rester là-dessus. Ils ont bien une idée derrière la tête, hein. Ils ont pas fait un match comme ça, d'ailleurs, sans rien. Voir une victoire de Brock Lesnar, autant lui donner Bobby Lashley. Donc là, mettre Omos face à lui, c'est peut-être que derrière, ils veulent peut-être pusher Omos. Donc du coup, qui dit push, dit sans doute une victoire pour lancer ça. Et je pense que ça pourrait faire aussi un gros WrestleMania moment si jamais tu vois Omos gagner. Alors là, je pense que tout le monde serait sur le cul et je pense que ça pourrait faire une très belle surprise déjà pour le show. Donc je pense que ça peut être sympa à voir. Moi, je partage pas du tout. Hugo, de ton Moi non côté. plus, hein. Ah bah du tout, moi non plus. Quand et puis c'est pas un WrestleMania moment là, on serait plus là en mode vraiment, Justement, vraiment de pin Brock Lesnar le type. Enfin, ouais, pourquoi pas? non. Ah non, Quitte à aller non, jusqu'au bout, hein. t'imagines, même pour Brock Lesnar, enfin, je veux dire, c'est Brock Lesnar, encore une fois, bon, on connaît Brock Lesnar, c'est le mec qui a éteint la streak de l'Undertaker à Mania, c'est le mec qui pendant 5 ans a fait 3 ou 4 main events de WrestleMania, il est multiples fois champion du monde, et là, en face, t'as Omos. Le mec qui débute sa carrière, vous allez me dire, oui, mais c'est comme Sina, Theory, etc. Mais on en est loin, loin, loin. À l'heure actuelle, Omos, parlez-moi et donnez-moi un moment mémorable ou marquant d'Omos à la WWE. Après, il a eu son match contre Braun, il me semble, non, c'est ça Il a été champion jeu, là. avec AJ Styles. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est pour dire que là, à l'heure actuelle, enfin, Omos, il n'a rien démontré. Et je pense qu'on peut même pas. Et en plus, on le disait il y a cela quelques semaines. Les géants à la WWE, c'est jamais trop ce qui a fonctionné, à part l'épopée Big Show, Mark Henry, etc. Le Great Khali, enfin voilà, il a été champion du monde, mais ça n'a pas forcément été un grand succès. Et derrière tout ce qui s'en est suivi, ça n'a jamais été non plus mirobolant. Donc non, je n'arrive pas à comprendre en fait le pourquoi du comment on a Brock Lesnar. Et puis moi, vraiment, encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est de savoir que Brock Lesnar accepte ce match, quoi. Ou alors je me dis qu'il y a un scénario de dingue derrière, mais je sais pas, j'arrive pas à y croire. Un scénario, c'est pour ça que je dis si jamais ils ont fait ce match-là, c'est que derrière ils doivent avoir vraiment une idée. Ils vont pas faire ça sur un seul match avec une victoire de Lesnar, hein. On le voit tous venir de loin. Et je pense que ça sera vraiment encore plus décevant de savoir que Lesnar va gagner alors qu'on le savait déjà qu'il y avait ce match-là. Je pense que voilà, quitte à aller jusqu'au bout de la connerie entre guillemets, autant faire une surprise et au moins que ce match-là sert quand même de leçon et qu'on fasse un oh putain à la fin. Et est-ce que ça pourrait pas non plus être un tremplin pour le retour du hard business? MVP, on sait que Bobby Lashley est tout autour quand même de Lesnar. Omos, MVP, Lashley, ça pourrait potentiellement te faire un retour du hard business. Après, Lashley, il serait peut-être occupé avec Ouais, Wyatt, hein. c'est ça. Mais Oui, mais rien ne l'empêche de venir aider ou faire un truc, enfin avoir une intervention à un moment dans le match, hein. Alors, on a Giuliano sur le chat qui nous dit Omos c'est le plus gros flop de la WWE, donc s'il bat une tête d'affiche comme Brock, ça n'a pas de sens, il ne mérite même pas ce match. Marcus qui nous dit il y avait tellement d'autres choix possibles et inédits, c'est assez incompréhensible, quitte à faire de l'inédit, j'aurais préféré un match contre Gunther, Wyatt ou même encore un Sheamus. Alors perso, effectivement Gunther aurait été un très bon choix, mais moi je voyais déjà le Lesnar Wyatt sur la carte, et ça me mettait une hype de fou perso. Quand Wyatt a fait sa promo à SmackDown avant Elimination Chamber, je me suis dit, obligé, Lesnar remporte le match et on a Lesnar contre Wyatt à Mania, quoi. Ça aurait été ouf. Et ben moi, le match qui m'excitait le plus, c'était plutôt le Gunther Lesnar, hein, Oui, que aussi. Wyatt. Hein. Wyatt, là, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me remettre dedans, là. Il y a eu tout son moment Extreme Rules, etc. Mais là, depuis le Rumble, j'arrive pas à me remettre dans Wyatt. J'arrive pas à me projeter avec Wyatt, en fait. J'arrive pas à savoir ce qu'il veut le faire, etc.
Et j'ai l'impression qu'il est en train là tout doucement. Bon, c'est le début, vous me direz, mais il est tout doucement en train de voilà de rester dans le milieu de la carte tranquillement, aller chercher ses adversaires comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas de réel plan pour lui en fait. Et ça me fait un peu peur. Mais c'est clair qu'un Gunter Lesnar, ça aurait eu. En plus, vous mettez Gunter Lesnar pour le titre intercontinental. Vous redorez le titre intercontinental qui est sali depuis maintenant quelques années. Et en plus de ça, vous avez un match inédit entre deux mecs qui auraient pu nous proposer un match fantastique. Et en plus, on a eu ce début de teasing un petit peu au Rumble, là où on a eu les deux en face à face. Totalement. Ils auraient dû rester là-dessus. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont dit ah tiens on va changer de carte, on va changer d'adversaire. C'est désolant. Fabiche qui nous dit non, ça me hype pas du tout ce match, j'aurais préféré un Lesnar Gunter pour le titre intercontinental, donc il partage également notre avis. En parlant de Gunter, hein, j'ai sorti une petite vidéo news cette semaine pour ceux qui l'ont pas vu où on apprend par WrestleVotes aussi que selon lui, il ne serait pas étonné que Gunter soit champion du monde d'ici cet été. Alors je trouve ça assez surprenant mine de rien parce que pour l'instant il est que entre guillemets champion intercontinental et mine de rien l'été ça va arriver très très vite, mais si après WrestleMania on part dans l'éventualité que les titres vont être séparés, ça voudrait donc dire 2 champions et donc 2 fois plus de challengers, et Gunter ferait partie des favoris pour être champion d'ici cet été. Ça vous surprend Ça ou pas? m'étonnerait pas. Non, ça vous Non. surprend pas? Non. Quand tu vois ce qu'il a été capable de faire dans toute sa partie à NXT, etc., NXT UK, et même là en tant que champion intercontinental, moi je trouve en fait ce qui va pas forcément avec Gunter là, à l'heure actuelle, c'est que tout le côté Imperium n'est pas assez mis en avant comme il aurait pu être mis en avant à NXT. Et je pense que ça peut lui être préjudiciable. Maintenant, après le voir champion du monde, honnêtement, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, ça ferait de l'inédit et on aurait d'autres têtes d'affiche, têtes et figures en avant à la WWE. Ça pourrait remplacer un peu, entre guillemets, la Blue Line, entre guillemets, avec un Gunter, avec son clan Imperium, qui est un peu sa garde. Donc ça peut être sympa de voir un champion justement avec son clan et ça peut être sympa à suivre à SmackDown s'ils font ça. Après, tu parlais de séparer des titres. Je me demande réellement comment ils vont faire pour séparer les titres. Ouais, on va pas revenir sur ce débat-là parce qu'on en a déjà parlé. Mais je pense qu'on en saura plus après WrestleMania. C'est un débat qu'on va réaborder après WrestleMania parce que là, après, on va être en retard sur le reste du programme. Mais voilà, en ce qui concerne ce match, ce qu'il faut retenir, c'est que ça botte personne, visiblement. Voilà, clairement, personne n'a envie de le voir. Il y a que Vince McMahon qui, visiblement, borde un petit peu devant ce match. Bon. Mais on comprend pas. Bon, je pense qu'il le fait exprès juste pour dire que c'est Hunter qui l'a créé ce match-là et de saboter. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est sa stratégie. Mais mine de rien, quand tu regardes maintenant, quand tu prends la carte de Mania, tu regardes, pour l'instant, à l'heure actuelle, le seul match qui te hype pas du tout, c'est potentiellement Vince McMahon qui le crée. Et c'est là où ça va être intéressant de parler de tout ça dans le débat. Exactement. Et ben, on va pas passer au débat tout de suite. Mais en attendant, on va revenir sur Raw et on va pouvoir revenir aussi sur quelques décisions de booking en parallèle. Donc on va peut-être en parler indirectement aussi avant. C'est parti les amis pour le retour sur Raw. C'est parti. Et pour ce retour sur Raw, nous allons commencer avec le tag team match de WrestleMania. On en a parlé dans le podcast, on se posait la question, est-ce que le match va avoir lieu ou pas? Ça semble quand même en prendre la direction. On parle de ce match entre d'un côté les Usos, les champions par équipe unifiés, et de l'autre nous avons Sami Zayn et Kevin Owens. Sami Zayn qui essaye de convaincre Kevin Owens de le rejoindre pour affronter les Usos. Jusqu'à maintenant Kevin Owens a refusé, mais au vu de ce qui s'est passé à Raw, on se dit, notre kéké, là, il a peut-être changé d'avis, finalement. Il va peut-être se joindre à Sami Zayn. Nous avons donc un match organisé entre Solo Sikoa et Jimmy Uso face aux Street Profits. Les Street Profits qui sont venus un petit peu charrier Jimmy Uso sur le fait que voilà, son frère n'était pas là. Et donc, ça aboutit à ce match. Match qui sera finalement remporté par Solo Sikoa. Mais ensuite, nous aurons une intervention de Kevin Owens. Et ça, c'est important. Parce que, finalement, comme je l'ai dit, peut-être que Kevin est du côté de Sami. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment? Est-ce que selon vous c'est bien amené? Et est-ce que selon vous c'est sûr et définitif nous aurons ce tag team match à WrestleMania? Jacques.
Pour moi, on aura ce match-là à Mania. C'est construit de fait, voilà, c'est sûr, on peut pas passer à autre chose. Ils sont en train de le construire tout doucement. Ils vont mettre ce doute jusqu'à la fin avec Kevin Owens qui va se dire bon, on va le faire, hein. On va y aller à Mania, on va affronter les champions. Et je pense que voilà, et on va avoir ce match-là à Mania avec G qui va hésiter, je pense, à frapper Zayn durant le match. Donc je pense que ça sera le moment important en fait de ce match-là à Mania. Donc pour moi c'est l'hésitation de Jay, voir savoir s'il est capable de trahir Sami Zayn ou non au profit de son frère et pour les titres. Donc pour moi c'est le gros match voilà par équipe et je vois personne d'autre en tag team affronter les Usos à Mania. Go. Bah, ça, c'est certain. C'est certain. Je vois non plus personne d'autre aller chercher les Usos à WrestleMania. Et je pense que justement, ça peut être une bonne chose d'avoir ce match. On en parle depuis maintenant presque 3 mois que le podcast a recommencé. Donc, voir ce match, ça me semble tout bonnement logique. Et là, je pense qu'il va être intéressant aussi, c'est de suivre SmackDown là, avec Cody Rhodes et Roman Reigns également présents. Est-ce qu'ils vont quand même décider de mélanger encore tout ça? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir vraiment quelque chose de distinct avec d'un côté Reigns et Cody et de l'autre les Usos, Zayn et Owens? Ça va être intéressant de suivre ça. Mais bien évidemment qu'on aura ce match à WrestleMania. Après, la question est toujours la même. Comment vont-ils faire? Est-ce que là, on voit qu'il y a les Street Profits qui sont là, etc. Est-ce qu'ils vont pas avoir un match nuit 1 contre les Street Profits pour les titres à Raw, nuit 2 pour les titres à SmackDown contre Owens et Zayn? C'est la question qu'on peut également se poser. Très bien, alors qu'on me dit sur le chat que visiblement on m'entend chez Jacques. Alors je suis également du côté du Nord-Pas-de-Calais. Je suis dans 2 régions à la fois et ça c'est très très fort. Et ben écoute, tu n'as pas regardé Raw, RD12, et ben justement on fait le résumé pour toi. Tu peux suivre Raw à nos côtés, donc n'hésite pas à réagir sur le chat. Moi je vous rejoins, je pense que le match on l'aura à WrestleMania, je pense qu'on en prend clairement la direction. C'est une plutôt bonne chose, je trouve que voilà, moi par contre, je le redis encore une fois, mais qu'est-ce que je suis fan de Solo Sikoa quoi. C'est dommage que ce soit le membre de la Bloodline qui est un peu mis de côté parce qu'au final il a pas de rivalité à l'approche de WrestleMania, il fait partie du clan et voilà, il sert juste de décor et de moyen de défense, mais il est pas au centre des intérêts et c'est dommage parce que je le trouve vraiment très talentueux, ce Samoan Spike pour finir le match est vraiment magnifique. Enfin bref, je l'adore et j'aurais bien aimé que voilà, lui trouve un petit adversaire pour un petit match 1v1, pourquoi pas à WrestleMania. Je me dis que ça aurait pu être cool. Donc voilà, je voulais souligner la performance de Solo Sikoa. Eh ben écoutez, on passe désormais à une annonce qui, je l'ai vue sur les réseaux, n'a pas réjoui Jacques. Effectivement, je m'entends chez toi, Jacques. Est-ce que tu aurais juste moyen peut-être de baisser un tout petit peu ton son et peut-être que comme ça ton micro va pas capter ma voix. Donc ouais, Jacques, j'ai vu sur tes réseaux que toi, cette annonce du Miz qui sera host de WrestleMania, ça t'a pas convaincu, donc on va y revenir. Effectivement, la semaine dernière à Raw, eh bien nous avions Maryse qui a promis à The Miz qu'elle allait lui... Enfin, elle lui a pas promis, elle lui a offert un cadeau la semaine dernière et c'est The Miz qui nous a promis qu'il allait nous révéler cette semaine à Raw le contenu de cette surprise. C'était une enveloppe dans laquelle eh bien, Maryse annonçait à The Miz qu'il était l'hôte de WrestleMania cette année. Donc il nous a annoncé ça durant le Miz TV et ensuite il a été coupé par Seth Rollins. Mais ça, on va y revenir juste après. On va revenir dans un premier temps sur cette annonce de The Miz qui sera hôte nuit 1 et nuit 2 de WrestleMania. Qu'en pensez-vous? On va commencer par Jacques, hein, qui lâche sa haine dès maintenant. Moi, je lâche ma haine. Non, à vrai dire, j'aime bien contre le Miz, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'il est super divertissant. C'est vrai que voilà, j'étais un spectateur lambda lundi devant ma télé et puis du coup, je vois le Miz faire l'annonce, je me dis ah cool, on va avoir un invité surprise à Mania, une star, etc. Et je suis tombé dans le panneau quoi, donc déçu voilà que ce soit finalement lui-même qui est host de Mania. Mais voilà, comme tu disais dans ta review de Raw, si on a un Miz qui est voilà, présentateur et qui se prend des coups par des Hall of Famers, des légendes de la fédération, bah, ça fait le taf. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde et voilà. Donc j'espère que ça partira dans cette direction et qui sera là voilà, juste pour se faire massacrer par les légendes. Go. Bah, ça me semble
tout, encore une fois, tout bonnement logique de voir de A-lister, de Mossy WWE Superstar of All Time, host de WrestleMania chez lui à Hollywood. Chez lui, entre guillemets, on s'est compris. Enfin, ça correspond parfaitement, moi, je trouve, à la gimmick de The Miz. Et c'est vrai que bah, c'est très bien. J'espère, comme le disait Jacques, qu'on va avoir un petit moment un peu castagne où il va se faire un peu fracasser par quelques personnes. Mais sinon, ça me semble vraiment intéressant. Donc, je trouve que c'est bien. C'est normal qu'on ait un, comment, un host comme The Miz pour WrestleMania. De mon côté, je trouve ça bien aussi, parce que, comme je l'ai dit dans ma review, du coup, hein, Jacques a complètement spoilé le truc, mais je trouve qu'effectivement, ça va très certainement nous amener des légendes, et rien que pour ça, pour voir The Miz se faire terrasser à WrestleMania, alors que lui, il va vouloir vivre ça comme le meilleur moment de sa carrière, comme, voilà, un truc de fou. Je pense que des légendes vont venir clairement mettre fin à ses espoirs, et ça risque d'être un segment assez fun. En plus de ça, on va avoir de la nostalgie, on va avoir des Je crois légendes, qu'il y a etc. Twitch qui a craché, là. Il n'y a Ah, plus personne sur Twitch. plus personne sur Twitch. Tu peux même plus lancer le live, t'as plus personne là. Bah moi je vois 33 personnes encore. Ouais, ben retourne sur Twitch, tu peux plus rien ouvrir. Mais c'est que nous ou c'est Twitch Non, je pense que c'est Twitch. D'accord. Donc je sais pas si les gens peuvent encore nous voir. Hein. Je me demande si on est encore en. Si c'est bon, on nous dit que c'est bon sur le chat. RD, il dit que c'est bon. Je sais pas. Moi je peux plus rien lancer, regarde là j'ai Bon. ça. Non, moi ça bug pas du tout. Ici. Moi mes contenus n'est plus disponible et c'est sur toutes les chaînes Twitch pareil. Ah. J'ai aucun problème, nous dit Margot. Bah écoutez, de toute façon on va continuer. Hein. On va continuer et puis si vous manquez un morceau de ce live, vous aurez la rediff. Donc ouais, de mon côté, je disais, d'autant plus que voilà, pour ceux qui sont sur place, etc., dans le stade, je trouve ça génial d'avoir le retour de légende, etc., d'assister à des pop monstrueuses comme ça, où tous les fans vont être heureux de voir une légende de retour. Et donc rien que pour ça, je trouve ça cool. Après, c'est vrai que avoir une légende en tant que hôte, etc., ça fait plaisir. Mais je me dis, avec ce concept-là, on sait que la légende sera là, on s'y attend. Alors que là, avec le Miz qui sera hôte, on sait pas quelles sont les légendes qui vont pouvoir intervenir, le couper, etc. Et on aura cet effet de surprise. Et ça va être franchement cool, je pense. Donc moi, je pense que c'est une plutôt bonne nouvelle, personnellement. Donc je mettrais plus un top. Ensuite, à la suite de ce Miz TV, nous avons donc Seth Rollins qui est venu couper le Miz pour le féliciter dans un premier temps. Mais The Miz le prenait pas trop au sérieux, lui dit ouais c'est ça, paye-toi ma tronche, n'importe quoi. Et ensuite, eh bien on a Seth Rollins qui est venu en fait pour demander le numéro de Logan Paul et The Miz a refusé de lui donner. Ensuite The Miz a commencé à cracher un petit peu sur la gueule de Rollins, ça lui a pas plu donc il l'a calmé avec un petit super kick. Et donc là, The Miz a fait tomber son téléphone. Et là, bah, c'est quand même pas de bol, hein. Le téléphone est par terre, Seth Rollins s'en empare. Sauf que, bah, le téléphone, il est verrouillé. Ah, pas de bol. Mais avec les iPhones, désormais, on a Face ID. Et The Miz est par terre à côté de lui. Que c'est pratique. Donc il prend le téléphone, il le met face à The Miz, qui déverrouille le téléphone, et ensuite, il appelle Logan Paul en FaceTime. Et ensuite, on a un petit échange entre les deux, enfin surtout Rollins, hein, qui va prendre la parole, et qui ensuite va lâcher une petite insulte pour conclure, pas très sympathique à Logan Paul. Bref, la rivalité est bien lancée entre les deux catcheurs. Et le match semble donc officialisé pour WrestleMania. Il n'est pas encore officiel, je crois, parce qu'il n'est pas encore sur le site officiel. Mais bon, c'est tout comme. Que pensez-vous de ce segment? Que pensez-vous de cette rivalité? Et voilà, comment vous voyez la suite entre ces deux catcheurs? Hugo, je te laisse commencer cette fois. Et bah, la suite, c'est que comme tu l'as dit, on aura notre match à WrestleMania entre les deux. Et je pense que pour le coup, ça peut nous donner quelque chose de très bon. Je me répète de semaine en semaine à chaque podcast. Mais Logan Paul, il est beaucoup critiqué pour ce qu'il a pu faire, etc. Mais dans un ring, il est très bon. Il est très bon et il fait partie de ces superstars que j'aime bien voir sur un ring. Je trouve que c'est plutôt bon ce qu'il propose. Et là, en plus, face à Seth Rollins, je pense qu'on peut avoir vraiment des segments vraiment intéressants, des petits angles vraiment top. Donc, non, j'ai hâte de voir ce match. Et je dis pas que ça va être peut-être le match de la soirée, mais ça peut faire partie d'un des grands matchs de la soirée. Donc, je suis curieux de découvrir ce qu'on va pouvoir nous proposer Logan Paul et Seth Rollins. Vas-y, Jacques, n'hésite pas à enchaîner.
Ouais, d'accord. Non, bah, je suis d'accord avec toi, Hugo. Hein, je te rejoins sur ça parce que voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer les deux. Pour moi, ils vont faire un très bon match. On va voir peut-être le show Steeler, hein, vu la capacité des deux. J'espère juste que ça va monter en tension, en intensité, comme on dit. C'est ce que je reproche surtout pour les rivalités actuellement. C'est que voilà, il n'y a pas de moment où, voilà, où tu te dis ouais, ça va partir, où ça va être violent, ça va y aller quoi. Je me rappelle par exemple une réalité tout bête, mais voilà, Ronda quand elle était avec Charlotte Flair et Becky, on se rappelle tous la voiture de police. Voilà, on avait quand même des moments marquants comme ça qui disaient voilà, ils vont se mettre sur la gueule quoi. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune rivalité pour moi qui donne cette sensation-là, qui donne comment dire, ce frisson, on va te dire ouais, ça va partir quoi. Donc voilà, c'est ça que je reproche actuellement. Et je pense que Rollins, si tu mets dans cette position-là où il peut aller vraiment dans l'extrême, un peu fou, etc. Il peut nous sortir un bon petit truc qui nous hype vachement pour son match. Après, les gars, il reste encore beaucoup de semaines avant Mania, mine de rien. Donc, faut peut-être prendre le temps, y aller doucement. Et 3 semaines. Ouais, mais bon. 3 semaines, il reste plus que ça, là. Non. Il reste au moins 4 avant Mania, non? Il en Sachant que reste le- 1, oui, 2, 3. Il en reste 4. Il en reste 4 avant WrestleMania encore. Ça va aller vite. Le Oui, ça prochain Raw, il va être que sur Cena, donc on peut oublier C'est vrai. pour les prochains. Mais bon, après, j'aimerais bien avoir comme une rivalité où ça rentre dedans, quoi. C'est ce qui manque. Toi, t'aimes bien quand ça rentre dedans. C'est ça, exactement. Comme la bagarre, ouais. Évidemment, Jacques. Non mais... Oh. La maillotche. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Wyatt et Lashley. Vos premières impressions sur ce petit face-à-face qu'on a eu entre les deux. Alors, on n'a pas eu grand-chose. On a eu Lashley qui a affronté Elias, je crois, cette semaine, qui l'a démonté. Hein, clairement, il n'était pas là pour enfiler des perles. Lashley, il l'a broyé. Et ensuite, en repartant en coulisses, il est arrêté par Wyatt qui se met à danser sur l'écran géant. Ils ont incrusté des images de Lashley pour faire genre il dansait avec Wyatt et tout. Bon, Lashley, ça l'a pas vraiment fait rigoler. Ça l'a pas plus vénère que ça, hein. Enfin ça avait pas l'air. Enfin bon, après Lashley c'est pas le meilleur je trouve en termes de charisme etc. Ouais. Donc bon, ça vend pas du rêve je trouve pour l'instant la rivalité, mais c'est mon avis, est-ce que vous le partagez, Jacques? Ouais, je suis d'accord avec toi dans ce que tu as dit. En fait, Bobby Lashley, c'est pas non plus le plus expressif. Donc, vraiment, face à Wyatt, j'ai peur un peu voilà, de la tournure de la rivalité. Je pense qu'on aurait pu faire mieux que Bobby Lashley. Wyatt, Lashley, j'ai du mal à les voir ensemble en fait. S'affronter et voir le match. Donc, je sais pas à quoi m'en tenir, mais bon, pourquoi pas. Hein. S'ils ont prévu ça, si Hunter il a prévu ça, c'est que d'ailleurs il a une idée derrière la tête. Donc, bon, à voir. Mais Hugo. comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont perdus avec Wyatt. On n'a pas vraiment de choses concrètes avec Wyatt. Ils nous ont fait quelque chose qui était. Au départ, je trouvais pas ça fou avec LA Knight, et au final, voilà, c'était sympa quand même. Mais là, c'est vrai qu'en fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas où ils veulent aller avec Wyatt. Je pense que là, ils sont un peu en mode on a le cul entre deux chaises. Wyatt est parti, les gens en ont encore l'image du mec qui était invincible, imbattable. Et là, à l'heure actuelle, on peut pas parce qu'il y a un mec qui est encore plus fort que lui à l'heure actuelle dans le main roster. Donc, ouais, j'espère que cette histoire de séparation de titres, ça va dû être prolifique parce que Bray Wyatt, c'est pour moi c'est partie des main eventers du roster de la WWE. Donc, je pense qu'il a besoin d'un second souffle vers le titre, vers les titres mondiaux. Parce que c'est vrai que là, je sais pas d'où ça sort cette rivalité. D'un seul coup, on s'est dit, allez, il va faire un speech, et il va se dire, allez hop, Wyatt ou Lesnar. Et enfin, il y a pas en fait y a pas à proprement parler de raison valable en fait à cette rivalité. Donc c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage, mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est pas quelque chose qui me hype enfin, c'est pas bien foufou quoi. Donc bon, j'espère que ça va s'intensifier les prochaines semaines et que ça ira, mais en tout cas, voilà, ça fait quand même toujours plaisir de voir Wyatt sur une carte de Mania et comme Bobby Lashley, ça reste deux figures emblématiques de la WWE. Ouais, je partage. Ouais. Vas-y Jacques. Ah non, mais je pensais juste de ma tête. Là, imaginons, tu switches juste 2 matchs
par exemple, tu mets un Balor justement face à Wyatt avec le jugement de dé, tout le jugement de dé en fait contre Wyatt, ça peut vraiment être pas mal. En vrai, Wyatt qui est top face et tout, face à un clan entier avec ses pouvoirs, etc., ça peut vraiment être sympa à voir. Et un Balor contre Wyatt, je pense que ça a de la gueule. Et par exemple, tu t'envoies Bobby Lashley face à Edge, par exemple, bah, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Et puis, ce serait nouveau. Donc, je pense que tu vois, tu switches juste deux adversaires, deux matchs ensemble. On aurait pu avoir une meilleure carte encore, hein. Je partage. Honnêtement, là, ils ont fait un mix. Ils ont fait en fait le mauvais mélange avec les talents, là, les 4. Wyatt, Lashley, Lesnar, Omos, là. Enfin, il y avait tellement mieux à faire avec tout ça. Bref, ça ressemble à du Vince quand même. On va pas se mentir, on le sentait, mais du coup, en plus, ça semble se confirmer. C'est clairement dommage. Maintenant, je vais vous demander de passer au main event de la soirée à Raw cette semaine. Et honnêtement, quelle surprise quand même. Alors, on n'avait pas fait de prono, mais je sais pas si vous avez été surpris, mais perso, je l'ai pas vu venir. Honnêtement, je l'ai pas vu venir, j'avoue. Regardez-moi cette image. Becky Lynch et Lita qui sont devenues les nouvelles championnes par équipe. Avec l'intervention et l'aide de Trish Stratus, elles ont battu Io Sky et Dakota Kai. Vos premières impressions pour commencer, on va commencer avec Hugo avant que je vous pose quelques questions. Et juste avant ça, nous avons notre ami Fabiche qui nous fait écouter un petit peu de Bret Hart et qui offre un sub de niveau 1 à Steven Ellery. Marcus est heureux. Ah oui Marcus, c'est pour toi celle-ci. Merci beaucoup Fabiche, ça fait extrêmement plaisir. Hugo, c'est à toi. T'es réellement étonné de la victoire de Lynch et Lita? Honnêtement, oui. Ou c'était ironique? Non, c'est pas ironique du tout, parce que toi tu l'as trouvé très logique, tu t'aurais parié dessus. Bah, pas parier dessus, mais ça me semble pas déconnant parce que, bah, au final, les titres par équipe, à l'heure actuelle, les titres féminins par équipe de la WWE, ça ne sert à rien. Et je pense que bah, les faire changer de main. Pourquoi je m'y attendais pas? Parce que je vois pas en fait maintenant qu'elles sont championnes où on peut aller avec ça à WrestleMania. C'est ça qui me. Et bah, on va aller sur un match Trish Stratus, Lita, Becky Lynch contre Damage Control. Mais pourquoi avoir fait changer les titres de main? C'est ça que je vois pas l'intérêt. Et bah, c'est juste pour que je pense que c'est juste une histoire que dans la rivalité, qu'est ce moment où justement elles aient ce changement de titre et ça occasionne aussi ce match à dire bah, Damage Control, elles sont là, on a perdu les titres parce qu'il y a Trish Stratus qui est arrivé, donc là non ça va pas le faire. Nous on veut la peau de Trish Stratus, on veut aussi la peau de Becky Lynch et Lita parce qu'elles nous ont carotte les titres. En gros je pense que comme ça on peut avoir le pourquoi du comment du match. Parce que sinon, tu les fais pas perdre. Pourquoi tu me fais incruster Trish Stratus dans l'histoire, au final? Bah, ça aurait pu être un simple segment à Raw où on a Lita, Becky Lynch qui se font tabasser par Io Sky, Dakota Kai et Bayley, et là il y a Trish qui arrive quoi, pour les défendre. Aussi, en fait, je vois pas pourquoi on a eu ce match à Raw. C'est dommage d'avoir eu le match avant Mania, je trouve, à Raw. Honnêtement, moi je comprends pas ce qui s'est passé là. T'aurais pas pu l'avoir sur la carte de Mania, sinon t'avais pas Trish Stratus. Ah, là, je pense que l'histoire c'était. Bah, parce que si tu mets les titres par équipe en jeu à Mania, tu peux pas les faire en 3 contre 3. Bah oui, moi je pense que le match ça va finir en 3 contre 3. Pourquoi les mettre en jeu? On peut très bien avoir un match 3 contre 3 à Mania sans mettre les titres en jeu. Et ben là je pense que justement d'avoir fait perdre des titres, les avoir donnés à Becky Lynch et Lita, on parle de Lita, on parle de Becky Lynch, on parle de deux c'est deux femmes qui sont des top stars de la WWE. Donc je pense que c'est une façon aussi de redorer l'image de ces titres par équipe qui sont bah, encore une fois salis, comme le titre par intercontinental, où il y a personne en fait qui les utilise correctement. Merci Fabiche pour ces 100 bits. Ouais, vraiment, c'est ça, il faut redorer l'image. Quand ça a plus de gueule, ça montre l'impact de ces titres quand t'as Lita et Becky Lynch. Enfin, c'est dingue. Et tu sais qu'en plus, tu as Trish Stratus aussi qui tourne autour de ces titres. C'est les deux femmes qui ont fait naître le catch féminin, qui l'ont porté pendant des années. Et c'est toute une symbolique. Et de les voir autour de ces titres par équipe, ça permet de donner une belle image de ces titres. Donc là, ça veut dire, si on te suit, hein, que Lita, Becky Lynch vont rester championnes jusqu'à WrestleMania, qu'à WrestleMania, on aura un match 3 contre 3 où les titres ne seront pas en jeu,
Et donc ensuite, il faut faire perdre Becky Lynch et Lita. Mais ça c'est pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va être problématique dans le sens où ils vont bien réussir à retrouver un adversaire, remettre des femmes en face qui vont être en mesure d'aller chercher ces titres. Et inconsciemment, en tant que fan, même si voilà, on est content de voir Becky Lynch et Lita, on sait que ça va pas être éternel, que Lita, elle va pas être là encore pour un run des années. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui est éphémère, mais juste parce que t'as Lita et Becky Lynch et même Trish Stratus. En fait, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Où c'est clair que des fois, on va avoir des matchs où on va se dire, mais pourquoi ils font ça alors qu'ils vont les faire perdre après, etc. C'est pas logique. Là, qu'ils les fassent perdre, à la rigueur, ça me semble logique. Tu sais très bien inconsciemment que Lita n'ira pas faire un an de run. Enfin, j'espère me tromper, mais tu sais qu'elle ne fera pas un an de run, donc qu'elle le perde après, tu te diras, bon, ben voilà, elle a eu son moment à WrestleMania, ça a été génial, on a passé un bon temps devant le match. Maintenant, voilà. Mais il va falloir après garder toujours ce dynamisme quand même autour des titres par équipe. Parce que avec Lita, Lita et Becky Lynch, etc. juste autour, comme je le dis, je me répète, mais tu redors ces titres. Il va falloir aussi continuer à les garder en les mettant en avant et en les utilisant correctement. Je pense que ça peut être un nouveau recommencement pour les titres. Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, là où je te rejoins pas, c'est que c'était pas si évident que ça. C'est là où je voulais en venir. Je trouve que il y avait... Moi, ça m'a pas surpris. Et bah, en tout cas, ça a surpris d'autres personnes, parce que pour la petite anecdote, j'ai quelqu'un qui m'a mentionné sur Twitter, j'ai plus son pseudo en tête, mais qui m'a envoyé un tweet en mode y a pas un bug sur le Wrestling Bet, je comprends pas pourquoi la cote de Dakota Kai à Io Sky est aussi élevée. Et donc le mec était dans les premiers du classement, il a misé ses 150 000 pièces, je crois, sur Dakota Kai à Io Sky. Donc c'est que visiblement ça paraissait pas si évident pour tout le monde. Et donc le pauvre il a tout perdu. Je pense que maintenant il est dans les derniers parce qu'il a 0 pièce. Everyone has a price for the $1 Million Man. Le $1 Million Man qui d'ailleurs sera à la WrestleCon cette année du côté de Los Angeles. J'ai vu que Jacques avait vu ça et avait réagi. Alors Jacques, est-ce que tu comptes rencontrer le $1 Million Man? J'aimerais être comme lui, être Dollar Man, mais ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu. Au niveau des finances, à voir. En tout cas, merci Fabiche pour les 1000 Tu nous bits. emmènes si tu vas le voir quand même. Ah, j'aimerais bien rencontrer. Hein. Je sais pas vous les gars, mais moi perso. On Ça va pas fait- WrestleMania, nous. Ça fait partie de ton top 3? Ouais, peut-être troisième, ouais. Après Ah Goldberg ouais. Et Flair. Kelly Kelly. Ouais. Ah non, Kelly avant Ric Flair. Dur. C'est différent. Kelly Kelly, j'ai quand même un peu plus grandi avec elle, entre guillemets. Donc, Les amis, on remercie Fab sur le chat. N'hésitez pas à envoyer les pancartes. Le Fab sur le chat. Et Jacques, je te passe la parole pour Lita et Becky Lynch. Est-ce que selon toi c'était évident? non. Moi, c'était une grosse surprise. Je te rejoins sur ça. C'était vraiment très surprenant de voir voir perdre en fait des Damage Control juste avant Mania, sachant que comme ils ont fait un très bon run en tant que championne, je vois pas non plus la finalité en fait de les faire perdre maintenant, sachant que le titre ne seront forcément pas mis en jeu à Mania. Donc en fait tu pars du coup avec une championne, donc Lita, qui est quand même une légende, donc du coup il faut qu'elle revienne ici, redéfendre la ceinture. Donc il faut retrouver du coup, voilà, il faut se dire que la rivalité du coup va durer peut-être après encore Mania, parce que du coup jusqu'à Mania Backlash. Donc voilà, bon après je pense que côté fan service c'est plaisant, je pense que pour tous les fans, revoir Lita championne, moi aussi, hein, je dis ça moi en tant que fan, je suis content de l'avoir championne, et même pour Becky, Becky je crois que Lita était une de ses catcheuses favorites. Donc je pense que ça fait plaisir à Becky et aussi aux fans. Donc voilà, pour les fan service c'est plaisant, mais c'est vrai que niveau conclusion, finalité, en vrai, je comprends pas pourquoi elle perd la ceinture là quoi. Merci le Fab pour ces 5000 bits. Cette danse, il faut que tu la refasses à Mania. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ah, vous kiffez, hein, vous kiffez.
Promis, on le fera dans le vlog. Devant le stage de Mania. Alors, on a Lilo qui nous dit les cotes étaient inversées au début, 1,8 pour Damage Control, 1,2 pour Becky et Lita, puis quelques minutes après, exactement l'inverse. Et ça peut arriver hein, parce que les cotes sur WrestlingBet, les amis, sont calculées automatiquement en fonction des mises des joueurs, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait beaucoup misé sur Lita et Becky au début et qu'ensuite ce soit l'inverse, que la tendance se renverse, et bien les cotes suivent. Donc voilà. Les cotes, ça ne veut des fois rien dire, hein. Au contraire, faut être opportuniste, faut les suivre de près, c'est ça l'intérêt du jeu WrestlingBet aussi, c'est qu'il faut faire preuve de stratégie. Donc voilà. De mon côté, je pense que j'ai déjà bien débattu tout à l'heure avec Hugo en ce qui concerne ce match. Honnêtement, moi je suis un peu perdu, je pense qu'effectivement la logique voudrait qu'on ait un match 3 contre 3 à WrestleMania. Maintenant, je comprends toujours pas pourquoi elles ont remporté les titres. Voilà, effectivement, ça donne un peu de prestige au titre et effectivement, ça change un peu la donne pour le match de WrestleMania, ça amène un peu plus de hype peut-être. Mais je pense en fait qu'on aurait pu arriver à ce match sans passer par cet avant-goût qu'on nous a donné à Raw là. Je suis pas contre hein, après, bon. Mais je trouve ça dommage de mettre fin à ce run de Dakota Kai et Io Sky qui certes n'était pas légendaire non plus. Mais Damage Control était une équipe assez importante. Elles sont championnes depuis un bon petit moment maintenant. Et que ça s'arrête là brutalement par le retour d'une légende et Becky. Je trouve ça un peu brutal. Après, aussi, moi je pense que là, dans tout ça, en fait, je pense qu'on n'arrive pas à avoir aussi non plus un avis aussi très objectif. Parce que forcément, on va être sur place. Donc nous, moi je sais que personnellement, par exemple, quand je vais penser à ces matchs, etc., je vais plus être en mode ah ouais, putain, ça va être trop bien, il va y avoir ce match, on va voir un tel, on va voir un tel. Donc c'est peut-être aussi assez dur à cette période d'être assez objectif et de faire la part des choses entre le fait d'être sur place et de penser au fait que ça m'en fait perdre, ça m'en fait étouffer. Et d'être objectif, quoi, c'est peut-être aussi ça qui est un peu compliqué. C'est sûr. Eh ben écoutez les amis, c'est tout pour l'Euro de cette semaine. On va revenir sur d'autres points, mais on va en parler durant la preview de SmackDown. On va notamment parler de Cody Rhodes dans la preview de SmackDown juste après. En attendant, on va passer au débat de la semaine. Ça fait longtemps qu'on doit le faire celui-ci, et ça y est, il est enfin arrivé. C'est parti pour le débat. Effectivement, le débat, le voici. Triple H fait-il du bon travail à la tête de l'équipe créative ? C'est la question que nous allons nous poser avec les chroniqueurs. Ça fait longtemps qu'on devait le faire, on l'avait programmé durant une émission précédente, mais on avait dû annuler l'émission, donc le débat n'avait pas eu lieu, et ensuite, la semaine suivante, c'était Elimination Chamber, donc on avait parlé du pay-per-view à la place de ce débat, mais cette fois-ci, nous y sommes. Effectivement, ça fait maintenant de nombreuses semaines et de nombreux mois que Triple H est à la tête de cette équipe créative. Il est temps de faire un petit bilan. Est-ce que selon vous, Triple H fait du bon travail de manière globale ? Est-ce un sans faute ? On peut peut-être en parler comme ça. Alors d'ailleurs, on va utiliser les pancartes pour ce débat. Est-ce que Triple H fait du bon travail à la tête de l'équipe créative ? On va mettre oui ou non. Pour répondre à cette question-là, sans rentrer dans le détail, globalement, est-ce qu'il fait du bon travail à la tête de l'équipe créative ? Je vous laisse voter les chroniqueurs. J'ai voté. Parfait. On affiche donc vos pancartes maintenant. Vous pouvez voter sur le chat également, hein, oui ou non. Et nous sommes tous d'accord pour dire oui. Maintenant, là où on ne va peut-être pas être d'accord, c'est est-ce qu'il fait un sans faute ? Voilà, on va parler peut-être des choses un peu moins bien. Mais déjà, je vous laisse prendre la parole. Globalement, comment vous avez ressenti ces, je sais pas combien de mois, mais en gros, il est là depuis quand ? Juin l'année dernière ? SummerSlam en ouais, gros, juste avant l'été, je crois. Hein. Donc voilà, comment vous avez perçu ces quelques mois avec Triple H, Hunter à la tête de l'équipe créative ? Hugo. Je pense qu'on peut d'ores et déjà parler de la Bloodline. C'est pour moi, la Bloodline, c'est juste sensationnel. C'est juste toute l'histoire qu'on a eue autour de cette Bloodline. C'est, je pense, sur les 10 dernières années, une des meilleures storylines qu'on ait eues, si ce n'est la meilleure. Ça va paraître peut-être gros pour certains ce que je veux dire, mais c'est digne de série en fait ce qu'on voit. Moi j'adore. Personnellement, je suis fan de tout ce qui est fait autour de la Bloodline. Ça a été géré de main de maître de A à Z. Tout a été fait pour que tout fonctionne à la
perfection pour nous monter des superstars plus que over, pour nous, justement, pour nous décevoir à certains moments, mais derrière, boum, on est content, on sait ce qui va se passer, etc. Enfin, personnellement, la Bloodline, ça a pour moi été construit à la perfection. La Bloodline a vraiment été une grande réussite pour l'équipe créative et Triple H à sa tête. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut, en être vraiment content. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est mine de rien ce qui a monopolisé la WWE depuis maintenant presque 6 mois. Donc ce n'est pas rien. Donc rien qu'avec ça, je pense que oui, je pense qu'il a fait un bon boulot. Il a fait aussi un bon boulot dans le sens où rien qu'avec lui-même, la personne qu'il était, il a pu faire ramener un bon nombre de superstars qui étaient partis sous Vince McMahon. Et ça, c'est aussi important. Même si elles ne sont pas forcément bien utilisées, c'est important de noter que Triple H a cette bonne image auprès de tout le monde du catch professionnel et que c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié et qu'un appel seulement d'Hunter peut te faire changer d'avis. Après voilà, il y a eu forcément aussi un petit peu des flops, mais on peut pas avoir la perfection. Et je pense qu'on était tellement arrivé à un moment avec Vince McMahon où il y a certaines décisions, on était lassés, on comprenait pas. On se disait mais what the fuck, c'est quoi ce truc et tout. Que là d'avoir un renouveau qui comme ça depuis 6 mois fonctionne plutôt bien, qui redonne envie de suivre toutes les semaines le show. Et encore une fois, la ligne conductrice de toute la WWE, que ce soit Raw et SmackDown sur ces 6 derniers mois, ça a été la Bloodline. J'insiste là-dessus, la Bloodline, c'est ce qui m'a personnellement, et je pense pour beaucoup, donné envie de suivre la WWE toutes les semaines et de se dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer avec la Bloodline la semaine prochaine. Donc rien que ça, d'avoir pu gérer cette Bloodline, mais juste à la perfection, ça a été, je pense, une très grande réussite pour Triple H. Après, la Bloodline qui, faut le rappeler, est la création de Vince McMahon quand même. Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire, mais bien sûr, c'est une création de Vince McMahon. Ça n'est pas le souci. Rendons à César ce qui est à César. Simplement, il y a eu une gestion ensuite par la suite qui a été faite, qui a été juste formidable. Alors, je voudrais réagir là, en direct. Je suis désolé, Hugo, si t'avais pas terminé, sur le message de Marcus. Parce que pour moi, il y a l'exemple parfait. Là, je me suis fait la même réflexion que lui. Il nous dit Marcus, et puis Triple H se renseigne beaucoup sur la demande des fans. C'est rassurant pour la suite s'il reste aux commandes. Alors, je pensais exactement la même chose jusqu'à ce Homos Lesnar. Honnêtement, je me suis dit quand Triple H va voir les réactions sur les réseaux, clairement, personne n'a bien reçu l'annonce de ce match. Tout le monde s'est manifesté contre. Et on s'est dit, peut-être que quand l'équipe créative va voir ça, ils vont changer leur fusil d'épaule, etc. Au final, ça n'a absolument pas été le cas. Alors, effectivement, peut-être que c'est l'effet Vince McMahon. Peut-être que Triple H n'avait pas le choix que d'accepter ce match. Peut-être que les plans étaient vraiment gravés dans le marbre et maintenant il est trop tard pour les changer. Parce que Vince McMahon est derrière. Mais en attendant, pour moi, c'était l'exemple, ça, qui montre que on n'écoute pas tant les fans que ça, quoi. Mais je pense que là, le problème avec Homos Lesnar, c'est que si tu as Vince McMahon qui gravite autour de ce match-là, que tu t'appelles Triple H, Bruce Pritchard ou n'importe qui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Vince McMahon. Si le mec veut t'éjecter d'où tu es, même s'il a plus le monopole ou quoi que ce soit, il va toujours y arriver. Il va toujours y arriver. Et ça, les mecs le savent, j'en suis certain. Regarde, tu étais censé dire que Vince McMahon n'a plus aucune main sur le booking. Eh ben non, le mec, il a réussi d'une façon ou d'une autre à avoir la main mise. Et je pense que, en fait, tu ne peux plus. Si Vince McMahon te met la pression ou te dit fais ci ou fais ça, tu ne peux que accepter. Parce que tu sais que tu es sur un siège électable quoi qu'il arrive, même si le mec n'a plus aucun pouvoir. Et puis, point important également que nous donne Lilian, c'est effectivement que Lesnar aussi ne voulait pas des autres matchs et a accepté ce match contre Homos. Puis Lesnar, c'est un grand ami aussi à Vince, quoi qu'il arrive. Lesnar, il dira oui à Vince, quoi qu'il arrive. C'est comme Taker, quoi. C'est des gars qui ont confiance en Vince et si jamais Vince a pensé que le match allait être bon et c'était une bonne idée, ils vont le suivre. Après, Triple H, pour revenir à la question, Triple H, oui, il a fait de très bonnes choses. Il a continué la rivalité avec la Bloodline et c'était vraiment excellent. Un très bon Survivor Series, la trahison au Rumble. Montréal, donc en vrai on a quand même de bonnes choses. Après il y a quelques gâchis, le retour par exemple de Karen Cross Gargano. qui est décevant. Pardon? Gargano aussi. Aussi, ouais.
Mauvais booking de Gargano. C'est vrai, voilà, et même des matchs contrôle. Je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux de ce qu'il en est. Hein. Donc après, voilà, il a quand même su voilà, en tirer aussi du bon, hein, comme des matchs contrôle, justement. Là, je dis, voilà, le booking, ils auraient pu faire mieux, mais il a quand même fait que la création du groupe s'est faite grâce à lui. Il a fait revenir Yoskai et puis Dakota. Il nous a fait quand même de très bons moments, comme le Rumble, avec la construction voilà, du Rumble aussi, qui était vraiment pas mal. Bon, à part peut-être l'arrivée spoilée de Cody Rhodes, mais à part ça, vraiment la construction voilà, du début jusqu'à la fin était vraiment bonne. Il a vraiment fait du très très bon taf. Et voilà, moi j'espère voilà, qu'il va vraiment karater ce contrôle créatif par la suite. Et il nous a mis un coup de fraîcheur qui est vraiment plaisant, quoi. Austin Theory aussi, il faut pas l'oublier. Austin Theory, c'est sous l'ère Triple H qu'ils ont décidé de lui faire perdre la manette et de l'emmener où il est à l'heure actuelle. Et je pense que ça aussi, ça a été une décision qui a été plus que bien pensée et bien prise. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit qu'Austin Theory, maintenant, c'est un mec qui va aller affronter John Cena à WrestleMania, qui va battre John Cena à WrestleMania et qui en plus va être mis plus que over et qui est le futur de cette compagnie, la future tête d'affiche. Donc rien que ça aussi d'avoir entre guillemets eu les couilles, parce qu'il faut l'avoir fait, de dire ok, Austin Theory, ce qu'il fait à l'heure actuelle, ça va pas l'emmener à grand chose, on casse tout, au risque peut-être que ça marche pas derrière, mais on a confiance au type et ça va marcher. C'est une bonne décision aussi, c'est une grande décision. Bah, c'est pareil pour Gunther aussi. Hein. Lui qui devait être enterré selon les rumeurs par Vince, bah, il a su voilà, être là, être champion intercontinental, nous lâcher un banger avec Sheamus à Cardiff. Franchement, et Énorme puis prestation au Rumble. Et merci aussi à Hunter, je pense, pour les shows en Europe. Non, mais c'est important, je pense que globalement, il y a eu de très bonnes choses de fait sous Triple H et à l'heure actuelle, pour le moment, c'est très bien. On remercie Fabiche il coupe sa vie. pour les 200 bits. Et Fabiche qui m'a, avec la petite musique de Alexa Bliss, là, qui m'a donné envie de parler d'elle, effectivement. Alexa Bliss qui est ma petite déception aussi, notamment de ce booking de Triple H. J'ai cru que voilà, on allait revenir à l'Alexa Bliss d'avant. Honnêtement, moi je rêve, je sais pas vous, mais de retrouver l'Alexa Bliss d'avant, la goddess, quand elle était championne féminine. Pour moi, c'était une bonne époque. Et je trouve ça dommage qu'elle se soit éloignée comme ça de ces titres. Et je pensais qu'avec le retour de Hunter, avec ce qu'on a commencé à voir du côté du Rumble, etc., ça allait approcher. Mais non. Merci Hugo pour cette imitation incroyable et merci surtout au grand, à l'excellent, au fabuleux Fabiche. Mais Fabiche qui s'arrête plus. Oh. Ah mais non, mais le combo ultime. Ah, Fabiche il a décidé de nous régaler. Avalanche les amis, avalanche de theme song, c'est incroyable. On a du Finn, on a du Bray Wyatt, on a de la Firefly Funhouse, on a de l'Alexa Bliss, en fait on a le trio, en vrai. Parce que c'est un couscous musical. Exactement, je précise au hasard que les musiques sont choisies aléatoirement. Hein. Et le aléatoire a quand même choisi les 3 personnages qui ont un lien ensemble. Pour en revenir à Alexa Bliss, comme t'en parlais, hein, je sais pas si vous avez vu la... Jack qui casse l'ambiance en direct. Ah pardon, excusez-moi. Arrêtez vos conneries, maintenant je parle, ok? Non, vas-y Jack. Non mais tu fais bien de le dire, c'est comme tu parlais d'Alexa Bliss, je sais pas si certains l'ont vu dans le chat, la WWE ils ont mis un petit post sur le mois des femmes à la WWE avec des photos de catcheuses sur la photo, en fait c'est une photo avec plusieurs images de catcheuses et Alexa Bliss n'en fait pas partie et elle a commenté ce post en disant qu'elle n'était pas surprise. D'accord. Et pour toi, ça insinue quoi? Bah justement, sa relation est tendue, peut-être? Bah ouais, peut-être tendue, peut-être son congé est peut-être peut-être une raison en fait de ça, donc je sais pas. Mais elle était pas blessée? Non, c'était un congé qui avait rien à voir avec une blessure, je crois. Hein. C'est juste du repos. Elle devait revenir à temps avant Mania, donc pas de naissance a priori, mais bizarre quand même.
Moi, personnellement, j'ai envie de revoir la Alexa Bliss en mode Bray Wyatt qui accompagne Bray Wyatt. Ah Il y a tellement de non. grandes choses à faire. Oh Enfin, moi, je pense qu'il y non. a d'énormes bonnes choses à faire avec Oh Alexa Bliss et Bray Wyatt. non. Ah, si. Non, pas ça. Moi, je veux la Si. goddess. Non. Bon, Jacques, tu tranches. Sincèrement, vu, je sais pas si vous avez remarqué pendant le segment de Bray Wyatt, au tout début, on voit la boîte à musique au pied de la porte. Et c'était la boîte à musique où justement Alexa Bliss, je crois qu'elle sortait lors de Mania 36, Ouais. 37. Donc je sais pas si c'est un rapport exprès par rapport à Alexa pour dire que justement quand elle va revenir, elle va se joindre directement à Bray ou pas. Mais toi, tu veux quoi dans tout ça? Est-ce que tu veux la goddess ou est-ce que tu veux... Ah non, la goddess. Ah, bah Elle était voilà. incroyable. Elle était incroyable. Mais c'est vrai qu'après, ce duo était quand même pas mal bien. Était quand même bien. Il était Bray bien, Wyatt, mais Alexa temporaire. Bliss était bien. À voir après, en vrai, ils ont tué l'œuf avant de naître. Et on a Easy hein, qui commande pour la première fois. Merci à toi qui nous dit éloignez-la de Wyatt. Hein, donc c'est comme un cri de détresse là aussi, tu vois Hugo de Easy. Donc non, hein, faut pas la remettre avec Wyatt. Mets-moi un peu, bon Dieu, là, dans le chat. Là. Le problème Laissez-moi c'est que pousser, sinon moi. ça l'enferme dans cette storyline et je pense qu'elle t'est vite bloquée en fait. Et je pense que ça serait bien qu'elle retrouve son personnage du départ. Ah, déjà un titre, hein. Ça fera Ouais, plaisir. voilà, ouais. Bref, on s'éloigne du sujet. Je voulais juste faire une parenthèse sur Alexa Bliss, mais c'était un détail. Globalement, perso, je trouve que Triple H a fait un bon travail jusqu'à maintenant. Hein. On aurait tort de le nier, je pense. Clairement, c'était qualitatif. Après, voilà, c'était loin d'être parfait du début à la fin. Honnêtement, je dirais pas que je suis déçu, mais c'est vrai que concernant la carte de WrestleMania jusqu'à maintenant, et bon, on a une idée globalement de la carte de WrestleMania cette année. Je vous avoue que je m'attendais à un peu mieux. Voilà, je dis pas que la carte va être mauvaise et qu'on aura un mauvais Mania, je pense que ça sera assez qualitatif dans l'ensemble, mais je trouve que voilà, en termes de construction, sachant qu'on a un Triple H qui est derrière, je m'attendais à avoir un truc un peu meilleur, notamment je prends l'exemple très régulièrement dans mes reviews d'Euro, mais c'est vrai que l'exemple Johnny Gargano, quand on sait que c'est le poulain de Vince McMahon, c'est son protégé, on sait le talent de ce mec, on sait que voilà, il a fait de grandes choses avec lui du début à la fin à NXT. Quand on voit ce qu'il fait avec lui aujourd'hui, mais on se dit mais c'est pas possible, il y a Vince McMahon aussi derrière tout ça là. Alors voilà, Dexter Lumis, je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui en solo, mais l'association entre les deux, je trouve que ça le fait pas du tout, ça bride totalement Johnny Gargano, et voilà, je trouve pas, enfin je comprends pas qu'il ne fasse pas quelque chose avec lui. Alors que Fabiche encore nous ramène le film. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Merci Fabiche pour les 100 bits offerts. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Par rapport à Je suis d'accord Gargano. avec toi. Ouais, Gargano. Bah là, apparemment, je sais pas ce que vous avez vu, hein, Raw, c'est parti pour durer encore une fois, hein, Dexter et Bah ouais, Gargano. c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Donc c'est lourd quoi, c'est lourd et je pense qu'ils n'ont pas de plan pour lui. Je pense que ce serait bien qu'ils le mettent peut-être dans le milieu de carte, même pour le titre face à un Théorie, ça peut être pas mal hein, par la suite. Un Gargano Théorie, tu le mets pour le titre à la rigueur, au moins tu justifies, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien chiant quoi. En ce moment c'est très très chiant même pour lui. Hein. Je pense qu'il ne doit pas non plus s'y plaire. Hein. Non, je pense pas non. Après, si vous reprenez le problème entre guillemets du début, rappelez-vous des débuts de Johnny Gargano. Vous regardiez Raw, retour de pub, la musique avait déjà commencé et le mec était déjà sur le ring. Et là, tu te dis, oh mais c'est Johnny Gargano, qu'est-ce qu'il fait là? Et déjà à partir de là, tu te dis, bon, c'est pas les retours que tu espérais pour Gargano. Ouais, bah c'est bizarre justement, je trouve ça bizarre. Il y a des trucs que je trouve bizarres qui ressemblent pas trop à la patte Triple H justement. Donc je sais Mais pas justement, si... est-ce que Vince McMahon n'est pas encore derrière tout ça? Si là, en plus, on apprend que pour un match, il est capable de mettre la pression, et est-ce que justement, parce que le match était trop flagrant pour ne pas être de Triple H, on s'en rend compte seulement maintenant, mais est-ce qu'au final, quand tu regardes ce qui s'est passé les mois derniers, est-ce que sur certains points, tu n'avais pas quand même l'ombre de Vince McMahon qui planait? C'est possible, effectivement. Ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Non, je pense pas qu'on le saura. Un JB qui nous fait une remarque intéressante également, c'est une news effectivement qui est sortie très récemment. Visiblement, Triple H aurait la volonté de mettre moins de matchs dans la carte de WrestleMania, donc peut-être pour les faire durer plus longtemps, pour les rendre plus qualitatifs, donc à voir ce que ça peut donner, ou pour faire un Mania moins long aussi peut-être, pourquoi pas.
Ouais. Bah, vu le prix des plaies, j'espère que ça va durer au moins un petit temps quand même. C'est vrai, c'est vrai. Parce que s'il Faire diminue de- la taille faire du de- show, qui diminue en même temps le prix des places. On est d'accord. On nous demande si on a des nouvelles de Randy Orton au passage. Alors non, je ne crois pas qu'on ait de news de Orton en ce moment. Bah là, il y a ses bottes, je crois. C'est tout. Ouais, c'est ça. La news sur les bottes, ouais, c'est ça. Ses bottes sont prêtes. Après, on sait pas quand il va les chausser. Donc, selon vous, là, si vous deviez retenir une erreur de Triple H, est-ce que vous en avez une en tête? Selon vous, le truc le plus mauvais qu'on a eu depuis que Triple H est aux commandes? Est-ce que vous en avez un en tête? Moi, je pense que déjà Johnny Gargano, ça peut en faire partie. Ouais. Ça peut en faire partie. Gargano, Dexter Lumis, malgré tout, Chelsea Green. Je trouve ça dommage ce qu'ils font actuellement avec elle. Oh, je sais, ça peut être sympa. Oh, je trouve que ça la met pas en avant la peau. Ouais, je trouve pas non plus. Ouais. Et ce genre de personnage, ça marche pas, je trouve, généralement. Non. Ça finit toujours en échec. Bah, après, Billy Kay, elle avait à peu près la même gimmick. Bon, on a vu avant ce que de ça a donné, hein. Oui, mais c'était prévu dans le marbre, ça, par contre, hein. C'est une décision financière. Mais sinon, l'idée plaisait pas mal. En vrai, je me rappelle hein, quand Billie Kay, elle avait sa gimmick où elle cherchait justement un partenaire, voilà, une équipe, une storyline avec son CV. Ça plaisait, c'était drôle. Et puis, tu la voyais dans plusieurs situations assez comiques. Donc, en vrai, c'était plaisant. Et là, je vois qu'ils sont en train de retourner à peu près dans la même situation. Donc, à Non, mais voir. attends, Jacques, différencie pas. Ça plaisait à toi. Parce que Non, c'était Billie Kay. non, vraiment pas, vraiment pas. Billie Kay, en plus de ça, elle était très appréciée. Bon, après, c'est un autre sujet, hein. Mais ça plaisait vraiment pas mal. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Il y a Margot et JB dans le chat qui disent que Emma aussi. Et c'est vrai qu'Emma, ça fait partie un peu des superstars féminines où quand tu les avais revenir, tu t'es dit ah, ça y est, on va pouvoir Ouais. mettre quelqu'un en main event. C'est une nana qui s'est reconstruite dans le circuit indépendant, enfin en dehors de la WWE. On va pouvoir enfin mettre de nouveaux visages, un nouveau visage dans le main event. Et au final, non. Donc, Comme Bray ouais, Wyatt, c'est un hein, peu- grâce à Hunter, on a pu revoir Bray Wyatt, hein. Mais c'est vrai que là, ça tourne quand même en rond, quoi. Juste pour ça, c'est le booking de Bray Wyatt, il est pas non plus incroyable. Moi, si je devais citer une déception, je dirais que c'est le booking de Austin Theory pendant sa période Money in the Bank. Je trouve que ça a été une grosse connerie. Lui faire perdre sa mallette, etc. Je trouve que c'est vraiment dommage. Alors certes, bon, ils sont en train de bien se rattraper et honnêtement, ce qu'ils font avec Theory, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'actuellement c'est qualitatif et peut-être que c'était le descendre pour le faire mieux remonter après. Mais je pense qu'on aurait tout de même pu éviter un tel carnage pendant sa période Money in the Bank pour le rendre un minimum crédible parce que là, franchement, il a quand même pris cher, je trouve. Et je trouve que la perte de sa mallette pour le titre US, là, ça a été quand même assez dur et Non, je suis pas d'accord avec toi. j'ai pas trop compris moi cette période-là honnêtement. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, clairement. Moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, il a fallu quand même avoir les couilles, entre guillemets, de se dire, c'est Mister Money in the Bank, c'est le mec qui va pouvoir aller chercher le champion du monde. Sauf que le champion du monde à cette époque-là, c'était déjà Reigns. Et vous auriez imaginé une seule seconde Theory aller taper Reigns. Ça aurait été juste incroyable pour Mais non, lui. mais Et il y a, je il y a- l'aurais espéré, très clairement. la mallette, Mais- il la garde après Mania. Ça aurait pu être après Mania. Oui, mais après Mania. Ah, tu voulais encore attendre après Bah ce oui, Mania-là? Money in the Bank, c'est il a 1 an pour l'encaisser en théorie. Ouais, mais après, t'aurais fait quoi d'Austin Theory? T'aurais rien fait pour lui. Qu'est-ce que tu l'aurais mis dans quelle rivalité? Qu'est-ce que tu aurais fait pour lui? Là, à l'heure actuelle, c'est un mec, il a perdu certes la manette, mais derrière, il a, je pense, bien plus gagné en allant aller affronter John Cena à Mania, en allant battre John Cena à Mania. Et pour le coup, ça peut faire partie des superstars, lui comme Gunter, qui vont pouvoir aller d'ici fin 2023 aller chercher un des titres mondiaux. Ah, je pense que ça aurait pas empêché. Il aurait très bien pu aller affronter Cena à Mania en étant détenteur de la mallette, sans être champion des États-Unis. Et voilà, ça aurait été un Ouais, très mais bon match aussi. ça aurait pas été la même saveur. Là, Austin Theory, John Cena, les deux mecs dans leur début, ils ont un peu le même feeling, je sais pas comment exprimer ça, mais il y a des similitudes. Et le titre des États-Unis, c'est mythique pour Cena. Et tout ça, c'est un mélange parfait. Comme dit Margot, il voulait se servir de la mallette à un moment justement pour séparer les titres. Et ça, je trouve que c'était le moyen parfait, la mallette, pour séparer les titres en vrai. Ouais. Oui, mais derrière, il y a eu toute la construction de la Bloodline. Et je pense que les plans qu'ils ont prévus 2 ou 3 mois à l'avance, quand tu vois ce que tu étais en mesure de faire avec la Bloodline,
C'était pas possible de séparer les titres. Fallait que la Bloodline monopolise tout, en fait. C'est pour ça que pour moi, il aurait Et fallu ça garder la marchait. mallette jusqu'après WrestleMania. Non, je suis pas d'accord. Parce que, ah oui, mais t'aurais fait quoi de théorie, du coup, de Money in the Bank à aujourd'hui? Ben, il aurait pu avoir il aurait pu avoir tout de même sa grosse rivalité avec Rollins et commencer sa rivalité avec Cena durant la route de WrestleMania. Ça aurait pas empêché. Ouais, mais là, la rivalité avec Cena, elle commence pourquoi? Parce que Théorie est champion des États-Unis et fait que narguer Cena. Quelle aurait été l'utilité d'utiliser Théorie et de dire, ah bah allez hop, tiens, je vais narguer Cena? Il n'y a pas la symbolique du titre des États-Unis. Oh, bah, Là, très ils auraient clairement, s'il n'aurait pas eu le trouvé titre en des vrai. États-Unis, on n'aurait pas eu le match, hein. Ils auraient Ouais. trouvé Hugo. Ouais, je pense pas qu'on ait eu le match s'il n'y avait pas le titre des États-Unis. Il suffit Ah, d'amener ah. Cena durant un épisode de Raw qui a lieu chez lui à Boston. D'ailleurs, c'est le cas, c'est à Boston, je crois, la semaine prochaine, C'est à non? Boston, ouais. Ouais, donc voilà, il suffit de l'amener pour un épisode qui est chez lui, et puis bim, Théorie le confronte, il vient le clasher, et puis ça aboutit à un match à Mania. Enfin, je veux dire, des scénarios pour aboutir à un match entre les deux à Mania, il n'y avait pas que le titre US pour y arriver, quoi. Moi, je suis pas certain, je suis pas, non. Je suis pas certain. Jacques, de ton côté, est-ce que tu as en tête, alors tu peux revenir sur le run de Théorie, mais sinon, est-ce que tu as une autre idée d'un booking qui a été selon toi assez catastrophique dans l'ère Triple Je H? dirais pas catastrophique, mais décevant. C'était peut-être la victoire que j'aurais bien aimé voir de McIntyre à Newcastle. Enfin, à Newcastle. À Clash of the Castle. C'est pour moi, c'était en le moment pour moi, voilà, qu'ils prennent une ceinture avec peut-être Théorie justement dans l'équation. Parce qu'on aurait mis Théorie qui, voilà, qui se fait, enfin, McIntyre fait le tomber sur Théorie pendant le match. Au moins, Roman Reigns perd pas sur un pinfall et en même temps, tu sépares une des deux ceintures. Donc, je pense que ça aurait été le moment idéal et je pense que McIntyre, on l'aurait vraiment vu dans le main event direct et vraiment une top star parce que là, il est bien retombé quand même. Depuis tout ça, il est bien retombé dans la mid-card. Donc, j'aurais aimé que McIntyre gagne justement à ce moment-là. Mm. Après, Moi, je suis pas d'accord avec toi. en vrai, j'aurais pas aimé être à la place de Triple H pour booker ce match parce qu'en vrai, la décision de ce final est quand même Mm. extrêmement importante et ça devait pas être simple quand même de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Après un run aussi long, je pense que même là, hein, à l'approche de Mania, etc., pour la rivalité avec Cody Rhodes, se dire est-ce qu'on met fin au run de Roman Reigns maintenant ou pas, pas une décision simple, je pense. Depuis le début, ça doit pas être simple à booker la Bloodline, je pense. Ah, mais c'est clair. Mais moi, je pense que là, encore une fois, là où je suis pas d'accord avec Jacques, c'est que la Bloodline, ça a été encore une fois mené d'une main de maître et c'est à l'heure actuelle, enfin, c'est la perfection de la Bloodline qui a été faite de là. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune erreur qui a été faite avec la Bloodline à l'heure actuelle. Et là, on arrive au point culminant de cette histoire, à la chute de cette histoire où bah, t'as toute la Bloodline qui se casse un peu la gueule. T'as Jey Uso qui ne sait pas où aller. T'as Roman Reigns qui commence à faire péter des câbles, des choses comme ça. Tu sens qu'ils perdent le contrôle, que c'est en train de trembler, que c'est en train de se déstabiliser. Et c'est justement grâce à ça qu'ils vont pouvoir nous faire goûter sur le vainqueur de, de comment à WrestleMania. Et je pense que ça va être. Enfin, parce que là, à l'heure actuelle, très clairement, j'ai envie de vous dire Cody Rhodes, mais si Reigns se gagne, pour moi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Mais d'un côté, je me dis, si Reigns gagne, qui va aller battre Reigns et où? Là, pour moi, c'est le moment idéal. Très clairement, c'est le moment idéal de faire perdre Reigns. Tout ce qui a été fait, ça a été fait à la perfection, ça a été génial. Il n'y a pas une erreur sur la Bloodline. Maintenant, je pense que là, voilà, on a Sami Zayn qui est venu, tel un filou, s'intégrer dans la Bloodline, et là, il est en train de tout faire péter de A à Z, et potentiellement une défaite de Roman Reigns. Là, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait aussi de JBL et Corbin. Et c'est vrai que Corbin, malheureux, il est talentueux et c'est dommage. C'est dommage. Comme Chad Gable d'ailleurs. Chad Gable, j'ai beaucoup aimé son match face à Cody Rhodes. Ça a été très très bon. Chad Gable, et j'aime beaucoup. J'aime pas du tout la gimmick qu'il a eu. Mais j'aime énormément cette superstar dans un ring. Mm. Je pense qu'on peut avoir de très très grandes choses avec Chad Gable. Et ça serait bien que, voilà, là, je pense que de ce que j'ai pu lire, Chad Gable est prévu pour monter un petit peu. Otis peut rester avec Maximum Model, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, je pense que pour Chad Gable, ça peut être très bien parce qu'il est hyper talentueux. J'aime beaucoup le voir catcher. Mm. Je rejoins.
Ils veulent séparer les titres après WrestleMania. J'ai vu ça, nous dit Erika. Effectivement, pour l'instant, ça semble être la volonté. Reste à savoir comment ils vont le faire. En tout cas, pour conclure ce débat, on a l'air de trouver globalement tous les trois que Triple H a fait un bon travail ces derniers mois, que bon, il y a des petites erreurs de fait. Après, bon, tout ne peut pas être parfait de toute façon. Mais globalement, on passe tous un bon moment devant les shows hebdo. C'est pas une torture de regarder, parce que je sais que fut un temps, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était parfois difficile de regarder 3 heures d'Euro. On va pas se mentir. Là, Ça l'est toujours, parce que 3 heures, t'as toujours des moments où tu te fais chier. Mais ça l'est moins qu'avant. C'est plus digeste. ouais, Exactement. ouais, je trouve un peu dur, Hugo, quand même. Il y a des moments, effectivement, qui sont moins bons que d'autres, mais je trouve qu'il y a rarement des moments où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là, quand même. Globalement, ça reste Oui, assez bien sûr, oui. qualitatif sur la longueur, je trouve. Ouais, oui. Et bah voilà, merci à tous les amis d'avoir réagi à ce débat. Maintenant, je vous propose de passer au moment que vous attendez tous, chaque semaine. Est-ce qu'il l'a préparé entièrement? On est donc parti pour visiblement 10 minutes de WrestleFact. Il se prépare, il a le stress qui monte, et il y a de quoi. Les amis, c'est parti pour la WrestleFact de la semaine. WrestleFact. Alors, Ah, Jacques, jingle comme de ça. quoi va-t-on parler avec visiblement une petite question pour commencer? Exactement. On va commencer avec une toute petite question. Ça va être simple. Ça va être un vrai ou faux. Donc, j'invite le chat du coup à répondre, bien sûr. Vous avez les pancartes, un vrai ou faux, je crois, sur le chat. Alors, donc voilà, on va passer à la petite question du jour. Alors, vrai ou faux? J'ai mis une petite photo, donc vous pouvez. C'est à moi de l'afficher ou Tu peux l'afficher, vas-y, je t'en prie. Comme ça, vous l'aurez. Alors, est-ce que Triple H est-il plus jeune que Batista? Vrai ou faux? Oh, c'est dur comme question ça. C'est un triché, bien sûr. Hein. Ah À merde. votre avis. Hop, moi je mets ça. C'est bon, Hugo? Ouais, c'est bon. Ah, bon, on n'est pas d'accord. Moi je pense que Triple H est-il plus jeune que. Non, je pense que Triple H est plus âgé, ouais, donc c'est ça. Pour moi, c'est faux. Et oui, Hugo, t'as raison. Non! Désolé, Axel. Hein. Et ouais. On pense tous au mentor, au pilier de The Evolution, comme le plus âgé, avec des débuts sur le ring de la WWF en 94, mais c'est bien Batista le plus âgé. Mais ouais, c'est ça en fait, parce que moi ça a été mon raisonnement. Je me suis dit, Triple H, il a commencé sa carrière bien longtemps avant Batista, mais en fait c'est Batista qui a commencé sa carrière hyper tard en fait alors. C'est ça. Après, ça joue à quelques mois, hein, je vous cache pas. Donc, l'animal, en fait, est né le 18 janvier 69. Il a, en fait, 54 ans. Et Triple H a 53 ans. Il est né le 27 juillet 1969. Donc, du coup, vous voyez, donc, entre janvier et juillet, ça joue à 6 mois près, quoi. D'accord. Ok, et J'avais vu ben un petit intéressant. truc aussi intéressant sur Batista, c'était marrant. C'est que pour sa première apparition à la télé, on lui avait demandé d'aller acheter un costume. Oui, Donc il avait acheté un costume, mais peut-être le plus cher qu'il avait vu, il était trop content et tout. Et au final, ils ont fini par couper les manches du costume. c'est ça. Il était dégoûté. C'était une idée de Vince McMahon. C'était la fameuse fois où il est arrivé avec les chaînes autour du cou, là, avec le contrat sous le bras, et puis le costume sans manches. Énorme. Il y a un qui allait, quoi, mais c'est normal. Ça se trouve, on vient de spoiler une prochaine WrestleFact de Jacques. Bah ouais, je me disais, qu'est-ce qui manquait sur le costume, hein? Bon, là, c'est une petite fact que je pense que tout le monde connaît, normalement. Lita est la marraine de l'enfant de Trish Stratus. En effet, en 2013, Trish a été intronisée au Hall of Fame, mais également annoncé qu'elle était enceinte. Donc, avec l'image que je vais vous présenter juste à l'instant. Vous allez voir sur la photo, hein, vous avez Trish qui se tient... Ah. Ouais, non, Axel, T'es encore trompé d'ordre, toi. Ah non, du tout. Qu'est-ce que t'as fait, Jacques? Ah, bah oui, d'accord. Ouais, Voilà. la photo est à la Donc, voilà. 6ème place, tout va bien.
Trish qui se tient du coup son petit bidou. Hein. Trish du coup a fait en sorte du coup que Lita soit la marraine de son fils, donc son fils qui s'appelle Maximus. Maximus. Pas Maximus Stratus, donc Ouais, qui c'est- sonne très bien. Hein. en us. Je suis à fond dans les us au Canada. Exactement. Mais voilà, Ego il est mort. Bah voilà, donc c'est une petite fact sympa, mais voilà, donc l'amitié entre Lita et Trish a traversé les années et Lita est la marraine du petit. On va passer du coup à la troisième fact. Alors, Donc, je ne là- sais plus quelle photo afficher dans le coup, parce que tout est mélangé, Jacques, là. Ah bah tu peux revenir sur l'image. La 4, je crois. Ouais, c'est ça. Avec la Diva Battle Royale. Donc savez-vous que Trish a refusé de participer à ce match à Mania 25. En fait, les officiels l'ont contacté pour un match, pour ce match. Et Trish a décliné poliment l'invitation. La raison, c'est qu'au fait, au téléphone, Trish a demandé les attentions, donc c'est-à-dire les finitions et finalités du match, si elle allait gagner ou pas. Hein. Il lui a répondu que c'était surtout pour sa participation qui comptait et qu'il voulait juste la voir apparaître, sans réel but derrière ça. Donc elle a déclaré qu'elle souhaitait rester avec sa famille pour profiter du show et qu'elle voulait pas venir juste pour participer le temps d'un match. Et pour voir Santina Marella devenir Miss WrestleMania, ce qui peut se comprendre. Ouais, tout à fait. Je pense qu'elle a dû savoir pourquoi aussi la raison, qui allait gagner le match et elle a pas voulu faire le déplacement au Texas. Ça se comprend. Photo suivante. Bien sûr, bon, on reste toujours sur Trish. Hein. Trish était la plus jeune femme intronisée au WWE Hall of Fame. Donc en fait, lorsque Trish a été intronisée en Hall of Fame en 2013, elle a été la plus jeune intronisée à accepter l'invitation. Ce n'est qu'en 2017 que Beth Phoenix a pris la place de Trish en tant que la plus jeune intronisée. Trish avait que 37 ans lors de son intronisation en 2013 et elle s'est fait battre en fait par Beth qui n'avait que 36 ans à l'époque. D'accord. Est-ce que Tant Beth... d'écart que ça. Comment Hugo, je t'ai pas excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je disais, elles ont tant d'écart que ça. 36 et ouais. Là, faut faire un calcul, donc là, ça devient chaud. Je vais t'aider. Vas-y, je t'en Alors, prie. Beth Phoenix, elle a aujourd'hui 42 ans. Et Trish Stratus, elle a aujourd'hui 47. Donc, elles ont 5 ans d'écart. Non, du coup, Beth est du coup la plus jeune intronisée actuellement. Donc, voilà. Et on va. Que dire de plus Passons à la Vous avez suite. commencé à passer sur un sujet sur les âges, donc là, on est perdu, j'ai plus de fil conducteur là. Hein. La prochaine photo, c'est celle-ci. C'est parti pour la dernière of the list. Alors, s'il faut deviner le plus âgé entre Ric Flair et Trish, je pense que je l'ai. Tu l'as vous serez surpris. Et donc là, je pense que c'est une news qui va faire plaisir du coup à Marcus, je pense, dans le chat. Marcus, es-tu là? alors- Oui, il est encore là. Il est encore là? Alors, Marcus, Oui. prépare-toi. Alors, savez-vous, Pour 1 million d'euros. entre le premier et le dernier match de Ric Flair, Trish Stratus est né, a fait ses débuts, a pris sa retraite et a de nouveau pris sa retraite. Ah ouais. Et ouais. Ouais. Trish Stratus a eu le temps de naître tranquillement, de Alors- faire sa carrière, ses entraînements, devenir championne, prendre sa retraite et de revenir et de reprendre sa retraite. Et Ric Flair, pendant tout ce temps-là, était encore en activité. Année des débuts de Ric Flair? Il a commencé avec la AWA donc en 1972 et à la WWF en 91 et il est en fin de carrière là actuellement, dernier match en date en juillet 2022. Parce que du coup, je pense qu'on peut sortir la même info avec Edge, par exemple. Concernant Ah, il a un peu le même statut que Trish. Je pense qu'il a fait ses débuts aussi après ceux de Ric Flair. Et puis, il a eu une longue carrière.
il est devenu champion, tout ça, il a pris sa retraite, il est revenu, et là il va bientôt reprendre sa retraite, hein, il a annoncé qu'il allait pas tarder à chez les bottes. Donc, Ah non, tu peux faire ça au saccage. Hein. Après, il y a beaucoup de catcheurs, je pense, que tu peux faire parce que Ric Flair, il a une carrière quand même. Bah, assez c'est ça. longue. Donc c'est- là, donc, on est pas en plus sur la meilleure WrestleFact de toute l'histoire des WrestleFact. On va pas se mentir, Ouais, mais mais bon, c'est intéressant. quand tu parles de triche, forcément, tu penses à un ancien temps. Tu penses pas à voilà, une catcheuse de maintenant. Et quand Ouais. tu dis qu'elle a eu le temps de naître, de grandir, de faire sa carrière, d'être Oui, c'est vrai. championne et de quitter voilà, le monde du catch, entre-temps, t'arrives là qui est toujours en activité. Quoi. Donc C'est tu vrai. te dis quand même, C'est une c'est incroyable. putain de carrière. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc, c'était ma dernière fact de la semaine. Et ben Il a merci respecté son timing. Jacques. Ouais, il a respecté son timing, Pour effectivement. une fois. Et ouais, et date de fin de séquence 22h35, il est 22h36. Non mais alors Jacques, t'es à la perfection. Je suis peut-être pas ok au début d'émission, mais en fin d'émission, je suis chaud. Ah mais c'est clair. Autant les réglages, ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que tous les réglages sont faits, ça part. Les amis, place maintenant à la dernière partie de ce podcast de cette semaine. Passons à la preview de SmackDown. C'est parti. Désolé si je vous ai explosé les oreilles, effectivement la musique avait l'air d'être un petit peu forte. On va commencer avec le premier point annoncé pour le SmackDown de cette semaine qui aura lieu donc demain soir aux États-Unis. Rhea Ripley devrait affronter Liv Morgan. On va pas se mentir, je vais vous demander votre pronostic les chroniqueurs, mais je pense que c'est un challenge qui risque d'être assez compliqué pour Liv Morgan, sachant que Rhea Ripley est quand même censée affronter la championne féminine de SmackDown à WrestleMania, Charlotte Flair. Maintenant, qui sait, peut-être que Charlotte Flair va venir mettre des bâtons dans les roues à Rhea Ripley durant ce match et qu'elle va offrir la victoire à Liv Morgan, ce qui est éventuellement une possibilité. Qu'en pensez-vous, Jacques, pour commencer? Pour moi, Charlotte Flair va intervenir et victoire de Liv Morgan. Voilà. Pour moi, voilà, ils l'ont gardé forte à l'Elimination Chamber encore avant. Donc je pense que Liv Morgan, ils veulent vraiment la mettre en top star et vraiment en image de catcheuse qui se bat et qui gagne. Et je pense que histoire de protéger les deux, aussi bien Rhea que Liv, tu fais intervenir Charlotte Flair pour continuer la rivalité et puis Liv Morgan elle en sort avec une victoire. Donc je pense que c'est la meilleure solution qu'ils peuvent faire. Hugo? Moi, je suis un peu déçu parce que Rhea Ripley, Charlotte Flair, je m'attendais à quelque chose de mieux quand même. Mais vraiment. Et je trouve qu'en fait, cette rivalité, elle n'est pas lancée. Elle n'est pas réellement lancée. Je n'arrive pas à me mettre dedans et à me dire Charlotte Flair, Rhea Ripley. Quand à l'annonce du match, moi j'étais waouh, ça va trop de la gueule, ça va être trop bien et tout. Et là, je suis plus en mode bon, ça va être bien, mais on peut peut-être mieux faire. Je suis un peu déçu. Alors, je pense que c'est parce que ça met un peu de temps à démarrer. Là, maintenant là, il y aura très certainement de confrontation entre les deux à SmackDown. Je pense qu'on va commencer à monter dans la hype et honnêtement, je pense que ça va être une grosse rivalité, ça va être un gros match, je pense, à WrestleMania. Et je sais pas si vous avez vu la rumeur passer, mais visiblement, ça pourrait peut-être même être le main event de la nuit 1. Donc, je pense qu'ils vont quand même miser assez gros sur ce match. Mais effectivement, comme vous, j'espère que ça va se réveiller un petit peu. Après, il reste 4 semaines, comme vous avez dit, les gars. Non, mais exactement. Et ensuite, le deuxième point de la soirée, et c'est, je pense, qui va vraiment attirer les yeux des fans sur ce show demain soir aux États-Unis, c'est Cody Rhodes qui, à Raw, cette semaine, a annoncé qu'il allait être présent à SmackDown, vu que Paul Heyman, quelques minutes avant, avait annoncé que Roman Reigns serait présent du côté du show de SmackDown. Cody Rhodes a dit qu'il serait là-bas, alors il n'avait pas forcément prévu de faire face à Roman Reigns, mais en tout cas il allait faire un petit tour du côté du show bleu. On se doute que c'est effectivement pour nous proposer ce face-à-face. D'ailleurs, la WWE l'a annoncé sur son site officiel. Le face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns devrait avoir lieu, le premier depuis que la rivalité est lancée. On a eu le droit à des putains de promos de la part de Cody Rhodes, que ce soit face à Paul Heyman, face à Sami Zayn. Voilà, il a réussi à nous donner de la hype pour ce match à WrestleMania sans la présence de son adversaire, et ça c'est quand même fort. Aussi bien de la part de Cody Rhodes que de la part de Paul Heyman et des autres membres qui tournent autour de cette rivalité. Mais là, le premier face-à-face, je pense qu'on est très nombreux à l'attendre. Je sais pas ce que vous en pensez, on va commencer avec Hugo, mais clairement, perso, c'est un truc que je ne veux pas manquer demain soir à SmackDown. Très clairement, j'ai plus que hâte de voir ça.
Et je pense que ça va nous lancer la rivalité d'une façon. Ça va être grandiose. J'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir comment Reigns va réagir face à Cody Rhodes. Comment ça va. Je me pose trop de questions, mais j'ai trop hâte de voir ça. Et puis c'est un match que tu vas voir de tes propres yeux à WrestleMania, donc t'as d'autant plus envie de voir ça, quoi. Jacques, de ton côté. Oui, bah, je partage l'avis de Hugo. Hein. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'ils vont tout faire pour marquer le coup, pour vraiment lancer la rivalité. Ils en font la promotion, donc je pense pas qu'ils vont décevoir avec juste un segment où ça va juste parler. Je pense qu'ils vont mettre Cody, un Cody fort. Un Cody, voilà, pour montrer aux gens en fait que c'est vraiment lui qui peut encore faire tomber Reigns et qui peut récupérer les ceintures. Donc je pense que on va avoir vraiment un Cody imposant, peut-être physiquement, il y a peut-être un échange physique, mais pour moi, Cody Rhodes va ressortir gagnant de ce face-à-face et en position de dominance, ouais. Ils vont arriver à nous faire de doute, à nous mettre le doute, ça c'est certain. Pour mettre sur la victoire, tu veux dire? Ouais. Parce que selon toi, Roman Reigns repart vainqueur là jusqu'à maintenant? Ben non, justement, je suis déjà dans le doute. Mais en fait, je suis au stade où je me dis, Cody Rhodes peut le faire, mais Roman Reigns, c'est Reigns, il va pouvoir peut-être partir vainqueur. Franchement, Et je pense qu'on n'en est pas encore au stade comme on était avec McIntyre. Mais je pense qu'ils vont y arriver encore à nous mettre une hype de ouf. Mais je vais quand même, on va dire que Reigns, la victoire de Reigns, elle est là. Cody Rhodes, elle est là. Là. Je mange un peu de la part du gâteau. Voilà. franchement, si Cody Rhodes remporte ce match à WrestleMania, mais c'est la plus grande victoire de toute sa carrière. C'est un truc de fou ce qui va lui arriver, quoi. Déjà, devenir champion du monde à WrestleMania, c'est incroyable. Mais en plus, il met fin à cette bloodline qui existe depuis maintenant 3 ans, qui domine tout. Enfin, il va battre le visage de la fédération dans le main event de WrestleMania pour les 2 titres mondiaux. Enfin, c'est un truc de taré. C'est un truc impensable. Il y a encore 1 an, jamais on aurait cru que ça aurait pu arriver. Et là, on se dit qu'on va peut-être le vivre dans quelques semaines, quoi. C'est un truc de fou. Donc, tout comme vous, moi, je suis à fond dans cette rivalité. Et voilà, t'as commencé à en parler. Je sais pas si on aura un échange physique entre les deux à SmackDown ou si ce sera que verbal. Peut-être que je me dis, ils vont peut-être pas partir dans des échanges physiques dès maintenant. Peut-être qu'ils vont rester sur du verbal pour en garder un petit peu sous le pied. Je sais pas comment ça va se passer, mais quoi qu'il en soit, ça attire ma curiosité et j'ai envie de voir. Limite, j'ai rivalité comme ça. envie d'être surpris. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, c'est tout ce que je voulais ajouter. Vas-y. Non, moi, ces rivalités comme ça, moi, ça me fait penser un peu aux rivalités qu'on avait quand on était petit sur MT1, et Triple H, Undertaker, Shawn Michaels, etc. Où en fait, t'avais une construction de fou furieux, et après, t'arrivais à un match qui était waouh, trop bien à WrestleMania. Et je trouve que là, ouais, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Mais... il est nostalgique, notre Gohu, là. Ah ouais, de ouf. Hein. Mais ouais, ça me fait penser à ça, j'aime bien. Mais je pense que Cody va tenir un titre en main. Ce moment, vous penserez à moi, mais je pense que Cody va brandir un titre en main vendredi. D'accord. Un seul? Ou les Un deux? seul. D'accord. Un seul. Ça, c'est le prono de Jacques, le prono de la semaine, là. On va voir si je suis bon là. En vrai, ça serait beau. Ça serait beau. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, une chose est sûre, on est tous d'accord pour dire qu'on a tous hâte d'être demain soir pour voir cet épisode de SmackDown, pour voir la suite de cette rivalité. Eh bien, écoutez, les amis, visiblement... Attends, tu n'as pas parlé de quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-leur ce que tu nous as dit en off concernant la ville et le pourquoi du comment on pourrait avoir une annonce avec un Hall of Fame. Ah oui, c'est vrai, j'en ai parlé... Alors ça, c'est ma supposition à moi, hein. J'ai rien lu à ce sujet. Elle est très très bonne. Elle est très bonne. Bon bah écoutez, j'en parle. Effectivement, en parcourant le site officiel de la WWE, j'ai vu que l'épisode de SmackDown de cette semaine aura lieu à Washington DC. Et Washington DC, c'est quoi? C'est la ville natale de quelqu'un que vous connaissez très bien, notre ami Batista. Et donc pour moi, c'est le show parfait pour annoncer le premier intronisé au Hall of Fame cette année. Et je pense que ce sera Batista. Surtout qu'on est du côté d'Hollywood, etc. Donc on est dans le thème. Batista devait être intronisé en 2020. Suite au Covid, il n'avait pas pu être présent pour la cérémonie suivante. Donc il n'a toujours pas été intronisé. Je pense que c'est la bonne année. Et quoi de mieux que annoncer ça devant un public chaud bouillant qui va réagir à fond suite à cette annonce. C'est ma supposition. On verra si j'ai raison. Après, généralement, les Hall of Famers, ils les annoncent à Raw et pas à SmackDown. Mais après, c'est une exception
pour Batista. Bien vu Axel, ça paraît logique, en effet, ça me plaît. On en reparle la semaine prochaine les amis, on verra si ma théorie était bonne ou pas. Encore merci les chroniqueurs d'avoir suivi et d'avoir participé à cette émission à mes côtés. On a évoqué plein de sujets sympas, on a passé encore un bon moment, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour revenir encore une fois sur, on parlera très sans aucun doute, c'est pas très français mais sans aucun doute tout court, de ce face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. On reviendra également sur le prochain épisode de Raw, bref, toute l'avancée de cette route vers WrestleMania. Un mot de la fin désormais pour Jacques. Bah, juste une petite phrase, c'est un petit coucou aux chroniqueurs absents. C'est vrai qu'il y a pas mal de chroniqueurs qui n'étaient pas là ce soir, donc du coup, on pense fort à vous. Hugo. Ah bah oui, gros bisous aux copains. Et hâte de voir cette route vers WrestleMania avec la suite qu'on va avoir. J'ai hâte. C'est comme un gamin. Exactement, et puis moi aussi, hein, évidemment, je passe un coucou, et c'est vrai que j'oublie de le faire à chaque fois en début d'émission. On passe un coucou évidemment à Victor, qui malheureusement vient d'emménager dans un nouvel appartement et n'a pas la fibre, donc c'était compliqué pour lui d'être avec nous ce soir, mais problème résolu dès demain, donc il sera avec nous la semaine prochaine. Louis, qui bosse comme un malade, voilà, il est à fond dans ses cours là, donc malheureusement il pouvait pas être avec nous ce soir. Et puis Flavien qui est occupé également, qui ne peut pas être avec nous, mais on pense à eux et on va les retrouver très très bientôt les amis. Pour ma part, je vous remercie vous les amis pour votre fidélité, merci également pour votre générosité tout au long de la soirée, merci à Fabiche, merci à 06 72 00, merci également à voilà, tous ceux qui ont soutenu le stream, Gauthier également avec toutes les animations. Bref, un grand merci à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch, et surtout, moi pour conclure je vais dire, Maximus Stardust. Allez, ciao, bye bye. I'm sad, but it doesn't matter. Feel the urge,